La nature est tellement jeune, belle, généreuse. Elle possède le secret du bonheur et nul n'a su le lui ravir. L'homme se doit d'être le gardien de la nature, non son propriétaire. Bonjour et bienvenue dans Coup de pioche. Laurent Galou à la présentation. Et pour aujourd'hui, nous aurons comme invité M. Jack Bajikila qui est avec moi déjà aujourd'hui. Je m'en vais déjà pour lui saluer. Bonjour M. Jack. Bonjour madame, je suis très content de nous retrouver encore aujourd'hui, mais je préfère seulement, avant de commencer, que je présente mes sincères excuses auprès de nos téléspectateurs qui nous avaient posé ces questions ici. Comme la santé ne m'arrangeait pas, donc j'étais un peu malade, c'est pourquoi nous venons répondre avec un petit retard. Mais qu'à cela ne tienne, on dit souvent que mieux vaut tard que jamais. C'est ainsi que nous sommes là aujourd'hui pour répondre à leurs questions. Même si les autres aussi ont des questions, ils peuvent les poser aussi. Nous allons répondre au moment opportun. Comme il vient de le dire, mieux vaut tard que jamais, M. Jack. Alors, pour aujourd'hui, dans le compte de Coup de pioche, nous avons comme sujet note sur le crédit carbone. Alors, par rapport à ça, il y a une série de questionnaires qui nous sont parvenus de partout. Alors, pour aujourd'hui, nous sommes juste là, M. Jack est juste là pour pouvoir répondre à tout type de questions qui a été posées. Alors, sans plus tarder, nous allons déjà procéder par rapport aux séries de questionnaires que nous avons ici avec nous. Monsieur Jack, j'espère que vous êtes déjà prêt pour répondre à tout type de questions qui a été posées. Oui, si vous avez la première question, oui, vous pouvez d'abord vous signaler aussi la personne qui a posé cette question-là. Oui. Après, je vais donner la réponse pour que lui-même sache que sa question qui a été posée est arrivée à destination. D'accord, oui, merci je suis prêt maintenant. Okay. Vous pouvez poser. Oui. Monsieur Jack est prêt, alors vous aussi, fidèles téléspectateurs, soyez prêts à pouvoir recevoir un coup de pioche de partout où vous êtes à la maison. Alors, pour commencer, déjà, nous commençons avec Monsieur Jean-Marie, sexologue de Fizi au sud Kivu, RDC. Lui, il a posé comme question, les détonations des bombes émettent-elles des gaz à effet de serre? Voilà, effet de serre, plutôt, effectivement. Ouais. Merci beaucoup pour Monsieur Jean-Marie. Merci beaucoup pour ta question. Les détonations des bombes émettent des gaz à effet de serre. Effectivement, les détonations des bombes émettent ces gaz-là à effet de serre. Les explosions des bombes émettent ces gaz à effet de serre car le processus de combustion et d'explosion libère des gaz à effet de serre comme le CO2 et des particules qui contribuent au réchauffement climatique. La déflagration d'une bombe peut aussi disperser des polluants toxiques et des métaux lourds. En outre, quand la bombe émet les gaz à effet de serre, il y a combustion, libération de CO2 et tempête de feu. Voyons cela en détail. D'abord, combustion. L'explosion d'une bombe, comme de tout engin explosif, implique une réaction de combustion rapide qui libère les gaz, dont certains sont des gaz à effet de serre. Deuxièmement, il y a la libération de CO2. Ces réactions de combustion produisent souvent du dioxyde de carbone qu'on appelle CO2, un gaz à effet de serre majeur qui contribue au réchauffement climatique. Troisièmement, il y a l'impact des tempêtes de feu. L'explosion peut provoquer des incendies massifs appelés tempêtes de feu. La fumée et la poussière générées par ces incendies peuvent bloquer la lumière du soleil, entraînant une chute brutale des températures et des précipitations. Mais la combustion elle-même libère également des gaz à effet de serre. À part cela, il existe d'autres impacts environnementaux des bombes,
telles que la pollution et les dommages à long terme. Examinons d'abord la pollution. En plus des gaz à effet de serre, les bombes peuvent contenir et libérer des substances toxiques telles les métaux lourds comme l'uranium appauvri, des dioxines et du phosphore blanc qui contaminent le sol, l'eau et l'environnement après les combats. Et puis les dommages à long terme. La contamination et les impacts environnementaux de l'utilisation des bombes peuvent être durables, affectant des écosystèmes et la santé humaine pendant des années. Alors, en bref, vous voyez que quand il y a détonation des bombes, c'est un problème très sérieux qui concerne presque tout le monde. Bon, je vois comme si vous avez peut-être quelque chose à dire sur cela avant qu'on passe à la deuxième question. Oui, avant qu'on passe à la deuxième question, par rapport aux détonations, comme vous venez de le dire, M. Jacques, par rapport au monde entier, nous avons eu à connaître la guerre mondiale et beaucoup de guerres qui se font de partout dans le monde. Bon, par rapport aux habitants qui s'y trouvent, est-ce qu'il y a de l'impact par rapport aux détonations de bombes, tout comme ça? Oui, merci beaucoup madame pour cette sous-question-là. Vous voyez par exemple, à la guerre mondiale, on nous a parlé de bombardement d'Hiroshima au Japon. Bon, quand on a bombardé d'Hiroshima, qu'est-ce qu'il y a eu comme impact, conséquence? Non seulement qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y a des arbres qui sont brûlés, il y a même les sols qui ne produisent même pas. Donc cette place-là où on a bombardé peut rester pendant plusieurs années sans pouvoir produire quelques récoltes que ce soit. Donc les humains, les animaux, la végétation, tout cela c'est vraiment abîmé. Quand il y a bombe, tout ça c'est vraiment, ça entre en difficulté. Donc nous les humains plus particulièrement, on peut beaucoup pleurer pour les morts des humains. Il y en a aussi qui peuvent rester vivants mais avec quelques handicaps. Parce que la bombe là, on ne sait pas comment ça peut faire. C'est un problème de respiration, c'est un problème comme ça. Donc les impacts sont vraiment trop sérieux. Quand on parle d'une bombe, ce n'est pas une mince affaire. C'est ça qu'on peut dire un peu en grosso modo, en prenant l'exemple de ce qui s'était passé pendant la guerre mondiale. Ok, merci beaucoup. Alors poursuivons avec notre série de questions. Il y a une autre question. Pourquoi les chercheurs ne consultent-ils pas le ministre de la Recherche scientifique pour avoir le moyen qu'il faut pour vulgariser son livre? Cette question est posée toujours par M. Jean-Marie, le sociologue des Fizi au sud Kivu, RDC. Merci beaucoup, M. Jean-Marie, pour cette deuxième question. Je vois que vous vous préoccupez beaucoup pour le livre. J'aurais voulu même que vous-même, avec le temps, vous puissiez lire les livres-là, parce que peut-être vous ne l'avez pas encore eu, mais pour comprendre un peu le contenu. Mais la question que vous posez, c'est vraiment important. Le ministère des Recherches scientifiques est déjà contacté. À part le ministère des Recherches scientifiques, nous avons également contacté le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et nous avons même réservé une copie pour information à la primature concernant les livres Notes sur le crédit carbone. C'est ça ce que je peux un peu vous dire tout à l'heure, mais quand les autorités vont réagir, vous serez informés de la suite qui nous sera réservée aussi. Ok. Bon. Je pense qu'il est satisfait de là où il est par rapport aux questions qu'il a pu poser. Hein? Oui, il a posé deux questions, c'est déjà quelque chose. Oui, c'est ça. Ouais. Alors nous continuons, il y a encore une autre question. Est-il possible d'avoir une économie forte et durable sans détruire l'écosystème? C'est une question. Madame Florence Bassoué aux États-Unis. Ok. Cette question-là est posée par Madame Florence Bassoué. Donc, sa question qui demande s'il est possible d'avoir une économie forte et durable sans détruire l'écosystème. Oui, il est possible d'avoir une économie forte et durable sans détruire l'écosystème, notamment en développant des modèles d'économie circulaire et des technologies vertes qui allient croissance économique et préservation environnementale.
Cela implique une gestion plus efficace des ressources, une réduction de la dépendance aux matières non renouvelables et la promotion des pratiques durables pour garantir la viabilité à long terme des sociétés et des écosystèmes. Il existe aussi des principes clés pour concilier économie et écologie, notamment l'économie circulaire, les technologies et pratiques vertes, l'efficacité des ressources, la consommation responsable et l'équilibre des 3 piliers de la durabilité. Examinons ces principes clés l'un après l'autre. Premier principe, économie circulaire. Ce modèle vise à éliminer les déchets et la pollution, à maintenir les produits et matériaux en usage et à régénérer la nature. Il favorise la réutilisation, le recyclage et une consommation plus harmonieuse des ressources. Bon, quand on parle d'économie circulaire, là, on va par exemple, vous voyez là, on parle des déchets. Bon, partout où il y a les déchets, il faut chercher aussi à diminuer ces déchets-là en bref. Parce que l'économie circulaire parle un peu de cela pour diminuer les déchets. Deuxième principe, c'est technologie et pratiques vertes. Le développement et l'adoption des technologies durables permettent de renforcer l'économie tout en protégeant l'environnement. Et troisième principe, efficacité des ressources. Réduire la consommation des matières premières et d'énergie dans les processus de production et préférer des ressources renouvelables permet de diminuer l'impact environnemental. Et quatrième principe, consommation responsable. Des gestes comme la préférence pour les produits locaux, la réduction de la consommation de viande ou l'achat de produits de seconde main contribuent à une économie plus durable. Ici, vous comprenez par exemple que on nous conseille souvent de manger des produits locaux au lieu de s'intéresser plus aux produits importés. Voyez. Et puis ici, on nous dit qu'il ne faut pas être fanatique de manger des viandes. Hein? Bon, on peut manger des viandes mais de bonne qualité, mais les viandes, ce n'est pas bien de les manger à tout moment. Hein? Alors, on parle aussi de l'achat de produits de seconde main, hein, qui contribuent à une économie durable. Parce que les gens qui veulent toujours acheter des choses importées, ça ne peut pas favoriser vraiment l'économie. Bon, il y a un cinquième principe, équilibre de 3 piliers de la durabilité. Pour une durabilité véritable, il faut harmoniser les aspects économiques, sociaux et environnementaux en s'assurant que les activités ne dépassent pas les limites des ressources naturelles. Cela dit, nous pouvons aussi parler de bénéfices d'une approche durable. Pour bénéficier d'une approche durable, il faut la résilience économique, l'innovation et de nouveaux marchés. La résilience économique est une gestion efficace des ressources qui réduit la dépendance aux fluctuations des prix et aux perturbations des chaînes d'approvisionnement, assure des avantages compétitifs et améliore la viabilité à long terme des entreprises. L'innovation et les nouveaux marchés concernent la transition vers des modèles durables qui peuvent stimuler l'innovation, créer de nouveaux marchés et de nouveaux emplois. Voilà ce que nous pouvons répondre un peu à cette question ici, à madame qui a posé. Oui, merci beaucoup madame. J'espère que de là où vous êtes satisfaite par rapport à votre question qui a été posée. Donc M. Jack vient de vous répondre. Alors encore une question. La taxe carbone est-elle déjà perçue en République démocratique du Congo? Cette question est posée par l'inspecteur Paluku Aissiro au Bazuele en République démocratique du Congo, M. Jack. Oui, je peux préciser que c'est dans les hauts où elle est. Oui, j'ai précisé. Je l'ai précisé. Alors sa question a aussi des sous-questions qui dit si oui, hein, la taxe carbone est-elle déjà perçue en RDC? Si oui, que fait-on de cet argent? Il a dit si non, pourquoi? Oui. Alors, la réponse qu'on peut donner
à M. l'inspecteur Paluku est celle-ci. La taxe carbone n'est pas encore perçue en République démocratique du Congo. Son introduction est prévue pour l'exercice 2026, après une proposition faite en juillet 2025 par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Mais la mise en œuvre nécessite encore des étapes juridiques et l'adoption de la loi des finances 2026. Alors vous voyez déjà, ce paragraphe-là, on dit plus précisément que la mise en œuvre de la taxe carbone nécessite d'abord les étapes juridiques, il faut procéder par ça, et puis il faut qu'on adopte la loi des finances 2026. Mais même si on n'a pas encore le problème de la taxe carbone, mais en République démocratique du Congo, nous avons le marché carbone. Il y a une différence entre la taxe carbone et le marché carbone. Bon, le Nord Kivu est la première province à bénéficier de la vente de crédits carbone en RDC. Ceci est un résultat des projets mis en œuvre par l'Organisation mondiale de protection de l'environnement, WWF, ici en RDC, dans cette province depuis 15 ans. L'argent provenant de la vente de crédits carbone au Nord Kivu, en RDC, a financé des projets de développement durable, notamment l'initiative EcoMakala de l'Organisation mondiale de protection de l'environnement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et des foyers améliorés pour lutter contre la déforestation et les changements climatiques. C'est-à-dire que ici, vous voyez que le parc de Virunga en RDC, dans le parc, il y a les animaux, il y a les arbres, mais au Nord Kivu, les gens coupaient maintenant les arbres du parc. Bon, vous voyez, quand on coupe les arbres du parc, les animaux là qui sont dans les parcs vont vivre où? Bon, les arbres eux-mêmes, quand on les coupe, c'est pourquoi on a réalisé cela dans ce sens que on a l'organisation que nous avons citée tout à l'heure, l'Organisation mondiale de protection de l'environnement, a fait en sorte qu'on puisse planter les arbres. Voyez, on a planté les arbres au Nord Kivu là. Bon, ces arbres-là maintenant, au lieu qu'on puisse couper les arbres du parc de Virunga, on a commencé à utiliser, quand ces arbres-là ont grandi, on a commencé à s'en servir, que ce soit pour faire des braises, hein, et c'est ça qu'on appelle EcoMakala. Voyez, ces initiatives-là, ça fait que le parc de Virunga est protégé, et puis les arbres ne sont pas coupés, et puis les animaux qui sont là sont aussi protégés. C'est un peu ça. Bon, je ne sais pas s'il y a encore une autre question de notre téléspectateur. Oui, il y en a encore, nous sommes là. Il y a M. Désiré Kakoudji qui est au cœur en Égypte. Lui, il veut savoir les pays polluants qui émettent beaucoup de GS, peuvent-ils dédommager ceux qu'ils n'émettent pas? C'est ça sa question. Oui. Le principe d'une compassion pour les pays fortement émetteurs est une idée débattue à considérer dans les discussions sur les changements climatiques. Mais il n'y a pas encore un système universellement contraignant de dédommagement pour ceux qui n'émettent pas de gaz à effet de serre, GS en sigle, ou qui émettent peu. L'idée est que les pays ayant contribué historiquement et massivement aux émissions de gaz à effet de serre devraient aider financièrement et technologiquement les pays les plus vulnérables qui subissent les impacts les plus graves sans en être les principaux responsables. Ici, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Nous pouvons comprendre qu'il y a des grandes usines dans le monde qui émettent les gaz à effet de serre. Bon, il y a d'autres usines qui émettent peu, mais il y en a d'autres qui n'émettent même pas. Mais la question de tout à l'heure était de savoir, comme les gaz à effet de serre peuvent avoir des impacts négatifs sur les individus, alors est-ce que les pays là qui émettent beaucoup peuvent dédommager quand même les autres qui sont seulement victimes? Nous pouvons, la réponse c'est que, en principe, c'est ça qui doit se faire, mais ça ne se fait pas jusqu'alors.
Ce sont des problèmes qui sont encore là. Hein, on les étudie, on les connaît. Peut-être au moment opportun, les pays là qui émettent beaucoup peuvent dire que oui, maintenant nous pouvons dédommager ceux qui n'émettent pas ou bien qui émettent peu. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Nous attendons encore. C'est ça ce qu'on peut donner un peu comme réponse à cette question. À M. Kakouji. Alors, pour finir encore, il y a toujours une question provenant de M. Kakouji. Depuis l'Égypte, il veut savoir, y a-t-il des instances créées pour défendre les victimes de la pollution? Oui. Vous voyez, c'est une question qu'il faut répondre en deux volets. D'abord sur le plan national et sur le plan international. Bon, la pollution au niveau national, parce que même au niveau national, on peut aussi polluer l'environnement. Mais chaque pays s'organise pour savoir, parce que la pollution n'est pas seulement la pollution à cause des gaz à effet de serre, on peut polluer l'environnement de plusieurs manières. Par exemple, les gens qui jettent des saletés un peu partout, ils polluent aussi l'environnement. Les gens qui jettent les histoires dans l'eau, dans les cours d'eau, ils polluent aussi l'environnement. Vous voyez? Alors, chaque pays maintenant peut prendre des dispositions pour maintenant voir mais les gens qui sont victimes, qu'est-ce qu'il faut faire pour de telles personnes. Bon, sur le plan international, bon, jusqu'alors il n'y a pas une instance, hein, du moins pour ceux qui émettent les gaz à effet de serre. À ma connaissance, il n'y a pas encore des instances qui sont créées pour hein, qu'on puisse aider ou bien compenser les gens là qui sont victimes. Mais à moins qu'on se retourne vers la Cour pénale internationale. Voyez. Mais en matière vraiment de crédit carbone, il n'y a pas encore des instances comme telles. C'est ça un peu ce qu'on peut réserver comme réponse à cette question. Bon, comme nos questionnaires qui a été posé par nos téléspectateurs qui nous suivent de partout, je pense bel et bien ils ont pu à se retrouver hein, par rapport aux réponses données par M. Jack. Alors M. Jack, en gros, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs en ce qui concerne les notes sur les crédits carbone en quelques mots pour finir avec? D'abord, je tiens à remercier encore une fois de plus nos téléspectateurs pour le fait qu'ils nous suivent et surtout du fait qu'ils nous posent des questions. S'il y a encore des questions, ils peuvent continuer. Ceux qui en ont peuvent aussi poser pour leur donner aussi des réponses. Et je peux encourager aussi tout le monde à lire les livres Notes sur le crédit carbone parce que et ils n'ont pas lu les livres, mais ils entendent seulement ce que nous donnons comme information, ils posent des questions. Mais si quelqu'un lit, il peut avoir encore des renseignements beaucoup plus approfondis. Hein. Nos contacts, ils les ont. S'ils veulent nous appeler, ils peuvent facilement nous contacter, soit à la direction de Michapi TV. Ils ont des références de notre chaîne de télévision qu'on appelle Michapi TV. Ils peuvent poser des questions. Bon, s'ils veulent poser à moi, par exemple, bon, j'avais déjà donné le numéro plus 243 97 85 97 321. Vous pouvez encore répondre. Ils peuvent vous poser, oui. Reprenez encore plus 243 97 85 97 encore 321. Alors, s'ils peuvent poser directement ou bien poser directement à la direction de la chaîne, ils auront toujours des réponses à leurs questions. Je vous remercie beaucoup tous pour votre du fait que vous vous êtes intéressés à notre émission. Nous pouvons rester toujours en contact pour les autres jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Jack Bajiki. Il était notre invité du jour dans Coup de pioche. Sur ce, nous avons pu répondre aux questions, aux questionnaires qui nous sont parvenus de partout. Note sur le crédit carbone. Alors, sous la réalisation de Maurice Molela et sous la coordination de toute l'équipe de Michapi Voice Télévision. Quant à moi déjà, je vous dis au revoir et surtout bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir, à très bientôt.